Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une femme ce soir, le docteur Yesenia Alves Leiva, je l'ai bien dit, Absolument. bonjour. Et Ouais. elle est vétérinaire et on va parler de J'accompagne la fin de vie de mon animal au courrier du livre. En 2014, vous avez euthanasié Tsinka, votre chienne âgée de 7 ans, c'était très jeune. Et ce jour-là, vous avez compris ce que c'était que de perdre un animal. Et pourtant, vous étiez vétérinaire et des animaux, vous en voyez plein toute la journée. Absolument, j'en vois toute la journée. Je fais des euthanasies également. Je suis beaucoup de personnes qui perdent leur animal, même si c'est pas avec moi. Mais quand c'est son animal, quand on a aimé, quand on a créé un lien extrêmement fort avec son propre animal, quand vient la fin, eh ben c'est une autre histoire. Même si on est professionnel, même si voilà, j'ai évidemment beaucoup de connaissances sur la santé animale. Là, vraiment, je me suis sentie démunie et donc j'ai compris réellement ce que vivaient les personnes. Surtout que c'était une chienne qui vous avait suivi pendant toutes vos études à l'école vétérinaire, etc. Moi, j'ai vécu ça avec une chienne qui a vu la naissance de mes enfants. Elle a vécu 17 ans quand elle est partie. C'est tout un pan de vie qui s'en va, c'est toute sa jeunesse, et c'est tout ça. Donc, vous vous êtes renseigné parce que vous dites que dans les écoles vétérinaires, il y a peu de formation, justement, à à la fin de vie et à l'euthanasie. Mm. Et en 2017, vous avez fait des recherches, vous avez vu qu'au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, il y a une association nationale de soins palliatifs et de soins d'hospice, les hospice care. Vous pouvez nous en parler? Mm. Alors effectivement, là-bas, il existe une association de ce type qui donc permet notamment donc de former les vétérinaires aux soins palliatifs et donc aux soins d'hospice, je vais en venir, et puis aussi qui ont un rôle auprès du grand public également pour développer cette idée des soins palliatifs. Et alors, qu'est-ce que c'est? Les soins palliatifs, ce sont les soins que l'on met en place à partir du moment où un animal est atteint d'une maladie qui est incurable. Donc, on sait qu'on ne va pas le guérir, mais par contre, on va pouvoir malgré tout le soigner. Et donc, l'objectif de ces soins-là, c'est de à la fois prendre en charge donc, les maux, les symptômes physiques de l'animal liés à ça ou ces pathologies, hein, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et puis à la fois de prendre en charge, par exemple, son environnement pour qu'il soit le plus confortable possible, de prendre en charge son bien-être. Donc ça va au-delà en fait de la médecine pure hein, et de l'accompagnement par des médicaments. Ça peut être aussi de l'accompagnement par d'autres médecines alternatives, par exemple, et de prendre en charge l'animal dans sa globalité pour que son bien-être soit respecté, qu'il soit le plus confortable possible et pour que sa qualité de vie reste satisfaisante malgré la maladie et malgré le déclin de la maladie. Donc, on prend en charge l'animal, mais aussi on prend en charge les humains qui sont les aidants, qui sont là pour prendre soin de leur animal. Donc, on les accompagne aussi de manière psychologique, hein, en fait, hein, et puis d'être présent, de les soutenir, de les aider voilà, jusqu'à la mort. Et les soins d'hospice, ce sont vraiment les soins qui interviennent à la toute fin de la vie. Donc, lorsque voilà, juste avant la mort, en fait. Donc là, c'est des soins qui peuvent être effectivement par des soins médicaux, mais là, ça va être aussi une autre dimension qui va être aussi spirituelle, c'est-à-dire qu'on va en plus accompagner l'humain à la préparation du deuil qu'il va vivre incessamment sous peu. Et donc de respecter à la fois la dignité de l'animal, mais aussi les besoins, les souhaits de l'humain qu'il y a derrière, donc en fonction de ses convictions, de ses croyances. Voilà, donc c'est toute cette prise en charge à la fois de l'humain et de l'animal. Alors, en 2021, vous avez créé VET comme vétérinaire Eden, les vétérinaires du paradis. Expliquez-nous un peu. Alors, donc, je me suis toujours très intéressée
aux consultations de fin de vie. C'était quelque chose, moi, depuis que je suis vétérinaire, j'aimais particulièrement ces consultations-là. Sauf que j'osais pas trop le dire parce que on me disait, mais comment c'est possible d'aimer ça? Mais moi, j'aimais ça parce que je me sentais très utile dans ces moments-là, parce que j'aime les relations humaines et j'aime être présente pour les humains. Et j'aime les écouter, j'aime les aider, en fait. Et là, tout particulièrement dans ces moments de vie qui sont qui est la fin de vie, euh, eh bien, on a un rôle très particulier et qui est où on aide plus, je trouve hein, qu'on aide plus l'humain que l'animal finalement. Et moi, ça me plaisait beaucoup. Donc, au fil du temps, je me disais qu'il manquait quelque chose dans mes fins de vie ou dans mes accompagnements de fin de vie en clinique. Donc, je travaillais en clinique, j'ai travaillé pendant 10 ans en clinique généraliste, en clinique vétérinaire. Et voilà, je trouvais qu'il manquait quelque chose à cette fin de vie parce que bah, les personnes étaient démunies, n'étaient pas bien, ne comprenaient pas toujours tout, étaient dans le déni. Voilà, et moi, je ne savais pas comment gérer réellement, finalement, puisque je n'avais pas de formation, hein. Nous n'en avons pas. Bon, je faisais comme je pouvais, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Et puis, quand l'euthanasie venait, euh, c'est pareil, les personnes venaient, elles étaient absolument dévastées de prendre cette décision. Euh, et donc, après le décès de l'animal, je les laissais repartir. Et là, à chaque fois, je me sentais très mal, très mal de les laisser repartir sans leur animal. Donc, je trouvais que c'était quelque chose d'absolument terrible de se déplacer avec son animal mourant, hein, ou presque, et de repartir sans lui. Et là, j'avais toujours un petit goût amer en me disant, mince, ils repartent seuls, parce qu'il y en a qui étaient vraiment seuls, en plein milieu de la nuit parfois, parce que je faisais des urgences donc la nuit. Et puis voilà, ils partaient et parfois on pouvait les appeler quelques jours après, mais ça se faisait pas trop non plus, c'était pas vraiment dans les mœurs. Et ça s'arrêtait là. Et je me disais, c'est pas possible, ils viennent de vivre quelque chose de terrible. Je trouvais que j'allais pas assez loin. Voilà, donc ce cheminement-là, il a duré plusieurs années jusqu'au en 2017 où là, je me suis dit, mais en fait, ce que je souhaite, c'est offrir des fins de vie, donc des euthanasies à domicile, comme celle que j'ai offerte à ma chienne en 2014, qui a permis vraiment une séparation absolument douce et belle. Et au-delà de la douleur, hein, c'était beau, c'était un moment qui était beau, c'était un moment qui était rempli d'amour. J'étais avec toute ma famille, j'étais chez moi, il faisait beau, on était dans le jardin et ma chienne s'est endormie en remuant la queue et en étant contente de nous avoir tous autour d'elle. Et ça, c'est quelque chose que je ne voyais pas vraiment en clinique, que cet endormissement se faisait dans la sérénité, dans un lieu qui est beau, qui est confortable. Voilà. Et donc là, en 2017, je me suis dit, c'est ça que je veux. J'avais compris que c'était ce que je voulais offrir. C'était des euthanasies à domicile. Et ensuite, j'ai affiné ma réflexion en me disant, mais ce que je veux aussi, c'est accompagner en amont. Puisque, ok, l'euthanasie, c'est extrêmement dur, mais pour y arriver, il y a tout un chemin pour y arriver. Donc, c'est accompagné à partir du moment où l'animal est malade, on sait qu'il ne va pas s'en sortir, ou alors quand l'animal est très âgé et qu'on sait qu'il va continuer de se dégrader. Et donc, pour aider, bien évidemment, l'animal, mais aussi les humains à arriver à ce moment qui est le plus souvent hein, de l'euthanasie, en étant le plus en paix et le plus serein possible. Voilà, donc Vet Eden, c'est ça. Et puis après, Vet Eden, c'est aussi de l'accompagnement au deuil. Donc je me suis formée à ça. Et pour accompagner aussi les personnes après le décès de leur animal, surtout pour celles qui le souhaitent. Oui, alors vous êtes, je pense que vous êtes une équipe, non? Parce que vous travaillez où? Sur la France, sur la région parisienne? Je suis seule. Ouais. Donc vous vous déplacez des fois. Ouais. Alors tout ce que je viens de dire là, je le fais à domicile, hein, d'accord? Donc ça a été donc un choix.
pour garder ce lieu réconfortant qui est le meilleur lieu, le réconfortant pour l'animal et même pour l'humain, c'est chez soi, hein. Donc c'est très volontaire que je fasse tout ça à domicile. Et effectivement, je me déplace en Île-de-France. Voilà, mais je suis seule, oui. Ça serait bien de former des gens qui fassent la même chose. Moi, j'ai fait euthanasier mon chat à domicile et c'est vrai que c'était un lundi de Pentecôte en plus. Et c'est quand même mieux quand c'est à domicile. Et c'est vrai que dans les grandes villes, on a plus de choix que dans les campagnes aussi. Donc, ça serait bien que vous formiez des gens qui fassent la même chose que vous. C'est l'objectif. Ouais, ça serait bien. Si on me dit que mon animal est incurable, est-ce que je dois penser que je dois tout de suite l'euthanasier? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que une maladie peut, on peut faire vivre un animal avec une maladie de manière satisfaisante un certain un certain temps. Donc ce temps-là, moi j'en vois, ça peut durer par exemple plusieurs mois, voire quelques années parfois. Donc bien sûr que non. Ce qui est important, c'est pas tant le diagnostic de se dire, bon, bah, mon animal est malade et il ne va pas s'en sortir, donc très probablement qu'il va mourir de cette maladie. C'est plutôt de se dire, quelle est sa qualité de vie? Est-ce qu'il est heureux de vivre? Est-ce qu'il a des moments de plaisir? C'est Est-ce sûr. il est confortable? C'est ça qui est important. Et tant qu'on maintient cette qualité de vie de manière satisfaisante, alors l'animal est quand même malade, hein, donc il n'est pas comme avant, mais eh ben, on peut ne pas songer tout de suite à une euthanasie, évidemment. Mm. Alors, comment savoir s'il souffre? Ça, c'est une très grande question. Euh, et moi, quand on me la pose, puisque c'est une question qu'on me pose très régulièrement, euh, j'aime bien demander aux personnes qu'est-ce que c'est que souffrir. Parce que la souffrance, c'est c'est un sujet qui mérite débat, mais on n'a pas tous toute la même définition de la souffrance. Il y en a qui vont me dire tout de suite, ah bah, quand on a très mal, je souffre parce que j'ai très mal. Alors d'accord, on peut avoir très très mal, mais pour autant ne pas souffrir physiquement. Et on peut ne pas avoir mal physiquement et pour autant souffrir. Donc, c'est une vaste question. Euh, la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui inclut plusieurs pendants, je dirais. C'est à la fois le côté physique, le côté émotionnel, et puis le côté pour les humains, spirituel, psychologique aussi. Euh, mais quand on souffre, c'est qu'on n'a plus de plaisir de vie. Voilà, peu importe qu'il y ait une douleur ou peu importe ce qui se passe dans notre corps, à partir du moment où on n'a plus de plaisir de vie, on est en souffrance. Voilà. Donc, l'animal, quand il a, là est la question, comment savoir s'il a encore des plaisirs de vie? Eh bien, c'est déjà de se dire bah, quels sont ses plaisirs de vie. Et ça, c'est très dépendant de chaque animal, donc de chaque espèce aussi, de chaque animal. Donc, par exemple, un chat, bah, son plaisir, ça va être d'aller à l'extérieur et puis de chasser. Voilà, il adore ça, il est dans son jardin, il mène la garde, et puis dès qu'il y a un chat qui passe, il va l'attaquer. Enfin voilà, il fait sa loi et ça, c'est son plaisir de vie. Et puis sinon, il adore les papouilles le soir quand on est, par exemple, devant la télé, il vient toujours nous faire des papouilles. Et puis aussi les crevettes et puis le thon, il en raffole. Voilà. Donc, j'ai quelques exemples de plaisir de vie, par exemple pour ce chat-là. Eh bien, ce chat-là en particulier, à partir du moment où ben, il viendra plus faire des papouilles, ou il aura plus envie de ses crevettes, ou alors il ira plus dans son jardin alors que c'est son lieu de vie, eh ben là on se dira, il y a quelque chose qui va vraiment pas chez lui, et là, a priori, il est en souffrance. Oui, parce que Voilà. vous dites dans votre livre que c'est pas parce qu'il mange plus, qu'il mange toujours qu'il va bien. Parce que Ouais. la première question que le vétérinaire nous pose, est-ce qu'il mange? Donc, il peut très bien manger tout en allant mal. Oui, 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 oui. Alors c'est intéressant hein, parce que s'il ne mange pas, ça nous donne effectivement une indication de se dire qu'a priori il va mal. Mais en tout cas, s'il mange, ça ne veut pas dire qu'il va bien. Et donc parce qu'en fait, la prise alimentaire, c'est instinctif, hein. L'animal se nourrit parce qu'il faut qu'il se nourrisse, parce que le corps est en demande de cette nourriture.
Un chien ou un chat en souffrance peut continuer de se nourrir, pardon, euh, encore. Et moi, j'en vois, mais je dirais que un animal sur deux que j'euthanasie mange encore. Et d'ailleurs, on lui permet un dernier gros festin. Voilà. Mais c'est pas l'unique chose à prendre en considération, la prise de nourriture encore. Et il faut pas non plus, voilà, là c'est le piège, c'est de se dire, j'attends qu'il ne se nourrit plus pour prendre la décision effectivement d'une fin de vie. Parce que parfois, ben, il est déjà trop tard en fait. La dernière chose qu'il fait, c'est de ne plus se nourrir. Ben, quand on a déjà passé cette étape, c'est que ça va déjà vraiment pas bien, vraiment pas bien. Oui, aussi l'histoire du. On dit que si la truffe est fraîche, c'est que tout va bien. Oui, c'est fou ça, hein, mais ouais, ouais, c'est un truc qui revient tellement. Non, 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 voilà, la truffe, nous c'est quelque chose qu'on regarde même pas en fait. C'est ça qui est drôle en tant que veto, on va pas regarder la truffe, quoi. Voilà. Sauf s'il y a des problèmes dermatologiques, mais peu importe, non, la truffe, c'est pas un sujet. Oui, alors sur l'âge des animaux, parce que là, que vous avez mis à la page 125, moi j'ai largement dépassé l'âge pour mon chien, donc c'est quand même extraordinaire. On arrive des fois à garder les gens ou les animaux très longtemps. Ça vient de quoi ça? En âge, hein. Par exemple, moi j'avais un labrador, il a vécu 17 ans, c'est pas mal. Oh, incroyable! Ah oui, c'est énorme. Alors pourquoi on arrive à les garder aussi longtemps? C'est ça votre question? Euh, on peut les garder longtemps parce que bah, déjà, la médecine principale, si je puis dire, c'est l'alimentation. Voilà. Le- Ce qui est très important quand on a un animal, c'est de l'alimenter correctement. Donc de lui donner voilà, une nourriture qui est adaptée à son espèce, adaptée à son âge et qui soit très qualitative. Parce que là, sur le marché, il existe tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est extrêmement important d'une part. Ensuite, bah, d'avoir des bons soins. Donc, dans les bons soins, bah, c'est des visites régulières chez le vétérinaire, de pouvoir être vacciné, de pouvoir être soigné quand il est malade, et puis que les moindres soucis de santé soient détectés le plus précocement possible pour les prendre en charge. Et puis comme ça, on a plus de chances de guérison quand on prend en charge des maladies précocement. Voilà. Et ensuite, bah, d'être dans un lieu qui le respecte lui en tant qu'animal, hein. Donc, d'avoir accès à de l'eau, à de la nourriture, à un foyer chaleureux. De pouvoir sortir pour un chien, par exemple, de se balader, de jouer, d'être en interaction avec des congénères, avec d'autres humains. Voilà, donc de respecter son espèce, en fait, hein, qui il est. Et puis, moi, je rajoute quelque chose, parce que j'y crois très profondément, c'est que quand il y a beaucoup d'amour envers son animal, beaucoup d'amour et qu'on porte beaucoup d'affection à son animal, moi, je suis absolument convaincue que ça aide énormément. Moi, quand je vois des animaux qui durent, je les appelle les guerriers, hein, parce que soit ils sont malades et ils arrivent à tenir longtemps avec leur maladie, soit parce qu'ils sont très âgés. Euh, Quand je vois le foyer dans lequel ils sont et les humains qui les entourent, qui sont aux petits soins avec leur animal, ben, pour moi, c'est pas un hasard, quoi. Donc, C'est la même chose que pour nous. Parce que là, vous dites les chats de 12 à 14 ans. Moi, je connais des gens qui ont des chats de 19, 20 ans, hein. ouais, 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 ouais. Donc, Ouais, oui, parce que je voudrais, c'est pas me dire, bon, les miens, ils ont déjà 14 ans, ils sont sur leur fin de vie. Enfin, je les vois encore comme des jeunes. Il y a mm, tout un chapitre qui est très intéressant sur le fait que ben, lorsque le maître, le propriétaire meurt, le sort de l'animal en cas de décès, ça c'est très important de savoir ce que vont devenir les animaux, hein, parce que souvent, les gens attendent l'héritage, mais ils ne s'occupent pas des bêtes. oui, oui, oui. C'est ça. Ça, c'est une grande question. Donc, c'est souvent les personnes qui ont un certain âge qui se la posent, plus que les jeunes, bien que ça peut aussi les concerner, évidemment, hein. Mais effectivement, c'est de se dire bah, que mon animal peut mourir, enfin que je peux mourir avant mon animal, donc que va devenir mon animal?
Bon, sauf que là, dans la loi d'aujourd'hui, un animal, certes, c'est devenu un être sensible, mais il est toujours considéré un peu comme un bien, en fait, hein. Donc, si on meurt et qu'on n'a rien décidé pour son animal, bah, il va aller là où il pourra aller. Donc, soit quelqu'un de la famille peut le récupérer ou a envie de le récupérer, soit il part en association, soit en refuge, voilà. Mais si on n'a rien décidé en amont, si on n'a pas écrit les choses très clairement, ben, il y a rien qui les protège réellement, en fait, ces animaux. Donc ça, c'est quelque chose à y penser. Et dans mon livre, notamment, il y a un témoignage d'un couple incroyable qui, eux, comme ils n'ont pas d'enfants, notamment, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont beaucoup d'animaux chez eux. Et ils sont allés chez le notaire écrire un testament pour que leurs animaux, ils en ont beaucoup, beaucoup, hein, soient pris en charge par notamment leurs voisins qui, eux, ont accepté cette prise en charge. Mais ça a été écrit devant notaire sur testament pour que les choses soient très claires. Et là, ils se disent, bon, bah voilà, si on meurt, on est tranquille, on sait qu'ils vont être bien pris en charge. Puis en plus, ils ont fait en sorte aussi de léguer de l'argent à ces personnes-là pour qu'ils s'occupent de tous leurs animaux. Oui, c'est très bien expliqué. Il y a deux mandats de protection future. Par contre, Mm, maintenant, depuis le 1er octobre 2022, je crois, et il y a ce fameux certificat d'engagement de quelqu'un qui va être en charge d'un animal. mm, Pourquoi on ne passe pas une loi justement quand il y a un héritage, c'est-à-dire quand il y a des héritiers, comme mm, l'animal est considéré comme un bien, les héritiers soient obligés de s'occuper de l'animal. Parce que souvent, ils mm. s'en occupent absolument pas, même le mettre dans une association. Il devrait y avoir une loi là-dessus. Ah bah oui, bah je suis d'accord. Bien sûr qu'il devrait y en avoir une pour qu'ils soient protégés, ces animaux. Ils le sont pas vraiment. Et ça, c'est des choses que moi je vois, hein, où le parent meurt et puis les enfants ne veulent pas de l'animal. Même s'il y a plusieurs frères et sœurs, ils vont se jeter la balle en disant non, moi je veux pas, je peux pas. Et on se retrouve coincé. Et d'ailleurs, ça mène aussi à des demandes d'euthanasie de convenance. C'est-à-dire que personne ne veut prendre en charge l'animal, donc on va l'euthanasier. Enfin, du moins, les personnes demandent l'euthanasie. Les enfants du défunt demandent l'euthanasie. Mais c'est des euthanasies de confort, comme vous dites. Moi, j'ai assisté à ça une fois chez le vétérinaire où une dame amenait sa chienne simplement parce qu'elle pissait sous elle, quoi. Est-ce qu'un animal handicapé est heureux? Est-ce que ça peut pas être, on ne l'euthanasie pas parce il est handicapé? Un animal handicapé peut pleinement être heureux, tout à fait. Donc là encore une fois, voilà, on évalue sa qualité de vie. A-t-il des plaisirs de vie? Est-il heureux? A-t-il encore des interactions? Voilà, et bien sûr que handicapé, il peut être très heureux. Et je dirais que c'est pareil pour l'homme. Un humain qui est handicapé peut être très heureux dans sa vie aussi. Heureusement. Alors, est-ce que l'animal a une conscience de sa mort? Ah, ça, c'est une grande question. Parce que on n'a pas la réponse, on n'a pas la vérité absolue, donc je ne prétends pas l'avoir. Euh, A priori, c'est notre cerveau humain à nous qui avons un cerveau très complexe, qui avons donc bien conscience de la mort et surtout conscience que ben, après la mort, les autres restent, par exemple après sa propre mort, nos proches restent et nos proches vont être tristes et vont être mal, voilà. L'animal, lui, a priori, s'il n'y aurait pas l'animal, donc au moins le chien, le chat, euh, rien ne prouve absolument rien ne prouve qu'il a ce genre de réflexion et que lui, ce qu'il vit, c'est ce qui se passe dans son corps, en fait. Voilà, il est malade, il a mal quelque part, il se sent pas bien, c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il vit. À partir du moment où il ressent plus dans son corps un certain mal-être ou une certaine douleur, bah, voilà, c'est fini. Voilà. Donc là, lui, quand il est en fin de vie, qu'est-ce qui se passe? Bah, il ressent bien qu'il est en train de décliner, que son état décline, qu'il se sent de moins en moins bien. De là à dire qu'il sait qu'il va mourir, il sait qu'il va se pas, il décline. Voilà. Et puis, au moment où il décède, bah, c'est un état de corps, en fait, hein, le décès. Donc, voilà, il décède, quoi. Euh,
Ce que moi j'observe en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'anxiété vis-à-vis de ça chez l'animal, chez le chien, le chat. L'anxiété, c'est l'humain qui l'a. L'humain est stressé, est anxieux de voir son animal qui est en train de mourir. Mais l'animal, lui, tant qu'il est confortable, tant qu'on prend soin de lui, il est bien. Moi, c'est ce que je vois quand j'accompagne des animaux, ils sont bien jusqu'au bout, en fait. Même s'ils dépérissent, mais ils restent confortables jusqu'au bout. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est de prendre en charge l'animal pour qu'il se sente le mieux possible jusqu'à sa mort, et d'ailleurs pour que sa mort aussi se passe le mieux possible et sans souffrance, sans douleur. Mais a-t-il cette conscience? A priori non, mais Alors, quelle est la différence entre une mort naturelle et l'euthanasie pour l'animal hmm, et pour le maître? ouais, ouais. Alors, donc, ce qu'on appelle une mort naturelle, hein, communément, ça veut dire un décès une mort qu'on n'aide pas. Donc, c'est-à-dire qui ne se fait pas par euthanasie. Parce que dans le naturel, moi, j'y mets des grosses guillemets, hein, parce que une mort naturelle pour moi, c'est dans la nature, quoi, hein. Donc, un chien, un chat qui est dehors, qui vit dehors, qui est dans la nature et puis qui meurt tout seul. Voilà. Donc, c'est pas ce qui se passe avec nos animaux qu'on aime profondément. Ils sont dans notre foyer, dans un lieu en sécurité. Ils ont des bons soins jusqu'au bout. Donc, ça reste quand même pas une mort naturelle. Voilà. En tout cas, la différence, c'est quoi? C'est que donc l'euthanasie, c'est le fait de, de provoquer l'arrêt du cœur. Donc ça, c'est fait exclusivement par un vétérinaire. Il n'y a que lui qui a le droit de faire ça et ce qui permet une mort douce, une mort paisible, une mort sans souffrance et sans douleur. Voilà. Donc comment ça se fait? On injecte en général une anesthésie avant et puis après on injecte une autre molécule qui est l'injection létale et qui permet d'arrêter l'activité du cerveau et donc l'activité du cœur. Donc ça passe vraiment par un coma de plus en plus profond qui mène à l'arrêt du cœur. Donc c'est pas un arrêt cardiaque, hein. Mais tout ça, c'est en quelques secondes, donc ça va très vite. Donc voilà ce que c'est l'euthanasie. L'euthanasie, on la pratique, donc bon, je mets de côté toutes les euthanasies de convenance. Donc on la pratique quand on sait que l'animal est en souffrance ou va être en souffrance et qu'il n'y a rien d'autre qui puisse arrêter ses souffrances que la mort. Voilà. Donc la mort va survenir plus ou moins rapidement. Et, euh, et nous, ce qu'on fait, c'est de rendre cette mort douce et paisible. Voilà ce que c'est l'euthanasie. La mort naturelle, ça va être quoi? Naturelle entre guillemets, c'est qu'on va laisser l'animal mourir. Donc ça veut dire que son cœur va s'arrêter à un moment donné et on ne va pas maîtriser sa mort en fait. Donc cette mort va arriver, va survenir à un moment donné forcément, hein. Euh, et mais on va laisser la mort survenir seule. Des fois, il y a de la souffrance, c'est-à-dire que l'animal souffre. Mm, La mort, voilà, certains ne seront pas forcément d'accord, mais en tout cas, euh, accom- les souffrances accompagnent souvent la mort. Voilà. Ça s'observe chez les animaux et ça s'observe aussi chez les humains. Bon, moi, j'ai accompagné malheureusement beaucoup d'humains en fin de vie. Il n'y en a pas un seul qui est décédé en me disant tout va bien, je me sens bien. Non, non, ils sont tous morts en ayant mal, en étant mal, dans la souffrance, très clairement. Voilà, je le dis, dans la souffrance. Donc, c'est souvent le cas, c'est même très souvent le cas. Il y a les maladies qui sont les plus fréquentes qui mènent à la mort. Donc, par exemple, en numéro un, les cancers. Les cancers sont des maladies douloureuses. Sont des maladies que si on les laisse évoluer jusqu'à la mort, elles sont douloureuses. Elles provoquent de la souffrance. Donc, si on laisse un animal mourir de ces maladies, bah forcément, oui, on ira très probablement vers de la souffrance. Voilà. Donc si on les laisse décéder comme ça, on les laisse très probablement décéder dans la souffrance. En revanche, l'euthanasie, non. L'euthanasie, c'est un décès qu'on maîtrise, qu'on sait qu'il sera qualitatif, on sait qu'il sera sans douleur et sans souffrance. Ça, c'est l'énorme différence en fait. On sait, on a une certitude de la qualité du décès, alors que dans une mort naturelle, on n'a pas cette certitude. Et
en plus de ça, ce que permet l'euthanasie, c'est que bah, les humains peuvent s'y préparer, d'une part, donc être présent, et ça, pour beaucoup, c'est quand même important d'être là lorsque l'animal rend son dernier souffle, en être voilà témoin et être sûr que l'animal ne souffre pas. Dans un décès naturel, bah, l'animal peut mourir à n'importe quel moment. Donc ça peut être en plein milieu de la nuit, ça peut être en journée pendant que les personnes sont au travail. Et donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui peut être vraiment terrible parce que les personnes bah, rentrent chez elles ou se lèvent le matin et retrouvent leur animal décédé et bah, elles y étaient pas préparées, enfin forcément. Et en plus, elles se poseront toujours la question de comment est décédé mon animal. Je ne sais pas comment il est décédé. Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il a voulu se lever? Est-ce que voilà. Et ça, c'est des questions qui restent sans réponse et qui peuvent être difficiles à vivre. Voilà. Avec l'euthanasie, on ne vit pas tout ça. Bon, vous parlez pas que de l'euthanasie dans votre livre, hein. Il y a Non. aussi comment accepter l'idée, quel est le bon moment, la culpabilité, pas que la culpabilité de l'avoir euthanasié, mais la culpabilité de peut-être pas l'avoir soigné, parce qu'on, voilà, c'est-à-dire il y a toute la culpabilité de pas l'avoir assez sorti faire des balades pendant qu'il était vivant. Enfin, la culpabilité, elle vient de partout, hein. Et vous parlez de l'après, comment faire le deuil, etc. Qu'est-ce que dire aux enfants? Voilà, ça c'est intéressant. Comment annoncer ça aux enfants? Parce que Mm, c'est un drame pour les enfants. C'est encore mm, pire que pour nous, hein. Ils sont confrontés à la mort, mm, peut-être pour la première fois. mm. Oui, c'est souvent le cas, effectivement, c'est leur première confrontation à la mort. Alors, que dire aux enfants? De manière générale, ça dépend déjà de l'âge, mais globalement, toujours dire la vérité. Voilà, je crois que c'est le conseil très important, c'est de toujours dire la vérité. Toujours dire ce qu'il se passe et avec des mots adaptés selon leur âge. Donc, pas besoin de rentrer dans des détails morbides, mais juste de dire de manière claire. Par exemple, voilà, notre chat est très très malade. C'est une maladie qu'on ne va pas pouvoir guérir et donc il va mourir. Voilà. Et dans le cas d'une euthanasie, le vétérinaire qui a soigné notre chat pendant tant d'années, eh ben, il peut aider notre chat à mourir. Voilà, avec un médicament spécial qui n'est que pour les chats et ce n'est que le vétérinaire qui est autorisé à le donner à notre chat. Voilà. Donc ça, on explique, on dit la vérité, on a tout dit. Je suis pas rentrée forcément dans les détails de ce que fait la maladie, voilà, dans les détails de l'acte de l'euthanasie non plus, mais en tout cas, tout est clairement dit de manière juste et simplifiée. Voilà, mais c'est vraiment le principal conseil, et donc de les préparer aussi, c'est-à-dire si l'animal est malade et qu'on sait que soit il va mourir, soit il va être euthanasié, de préparer les enfants et de leur dire en amont pour que eux aussi, s'ils ont envie de se préparer à ce décès, d'écrire une lettre ou de faire un dessin plutôt, ils puissent le faire et ils puissent eux aussi être acteurs en fait de cette fin de vie pour accompagner leur animal jusqu'à la mort. Voilà. Oui, de faire des câlins aussi. Alors, vous avez un chapitre sur l'enterrement. Est-ce qu'il faut mettre de la chaux vive si on enterre son animal dans le jardin? Et est-ce que c'est encore euh, autorisé d'enterrer son animal dans le jardin? Mm, mm. Alors, tous les textes ne sont pas en accord, les textes de loi. Donc, il y a encore un petit flou qui persiste sur le fait de savoir si c'est autorisé ou pas. Les textes sont en faveur quand même d'une interdiction, c'est-à-dire que non, on ne peut plus, on ne peut pas enterrer son animal dans un jardin privatif, mais cependant, voilà, un flou persiste, donc ben, encore beaucoup de personnes le font, hein. Enfin, moi j'en vois. Voilà, mais dans un futur, je pense, plus ou moins proche, les textes vont s'affiner pour que ce soit clair, à mon avis, et que l'interdiction soit vraiment formelle. Donc, si pour les personnes qui souhaitent le faire, il y a quand même des conditions et à respecter notamment. Donc voilà, on parle vous me parlez de chaux vive, effectivement, c'est l'information qui circule qu'il faut mettre de la chaux sur l'animal. C'est pas une obligation, c'est pas du tout une condition. Donc on n'est pas obligé de le faire. Ouais. Et si on le fait,
Il faut le faire sur le corps directement. Si l'animal il est dans un contenant et qu'on l'enterre dans ce contenant, mettre de la chaux par-dessus, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment sur le corps directement qu'il faut le mettre. Ce qui m'a intéressé vraiment dans votre histoire, c'est ce Vet Eden là, qui fait que vous vous occupez maintenant exclusivement, je crois que, est-ce que vous faites encore des soins enfin, vous avez toujours des soins des animaux qui sont ni vieux ni en état de mort programmée? Ou Non, je- non, non, je ne fais plus du tout. Non, non, ça fait donc bientôt 4 ans que j'écris Vet Eden et je suis exclusivement dédiée aux animaux pour des soins palliatifs, des soins gériatriques, hein, donc pour les animaux très âgés, les euthanasies ou l'accompagnement à la mort naturelle et puis le deuil animalier. Voilà, je ne fais que ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Pour moi, le message que j'aimerais passer, c'est que la fin de vie, elle ne devrait pas être minimisée. C'est vraiment un sujet qu'on évite beaucoup. C'est vraiment, la mort est un sujet tabou. Et alors, tout ce qui est en amont de la mort, donc toute la période de fin de vie, on ne veut pas en parler. Voilà, on n'en parle pas. Ça reste aussi tabou. Et moi, je milite pour ça. C'est pour ça que j'écris Evet Eden. C'est que ce moment de vie, il est extrêmement important. Déjà pour l'animal, évidemment, mais aussi pour l'humain, parce que quand on adopte un animal, c'est comme si on signait un pacte, en fait, hein. Je t'adopte, c'est pour prendre, je t'adopte, toi, mon chien, mon chat, je vais prendre soin de toi toute ta vie. Donc, toute ta vie, c'est jusqu'à la fin, c'est jusqu'au bout. Donc toute cette période de fin de vie qui est extrêmement évidemment douloureuse, il faut la prendre en considération aussi et accompagner son animal comme il se doit jusqu'à son dernier souffle. Et donc c'est exactement ce que je fais, c'est accompagner, aider les humains à accompagner les animaux jusqu'au dernier souffle. Et quand on prend conscience de ça, que c'est un moment important et qu'il faut vraiment se focaliser dessus quand on y arrive, c'est là où on devient acteur de cette fin de vie. Et c'est là où on prend les bonnes décisions. Et c'est là où on n'a pas de regrets par la suite. Merci beaucoup, docteur Yessinia Alves Leiva. Merci beaucoup. Merci à vous.